Imagine un monde où des créatures géantes surgissent parfois. Et un nain faible de 8 ans en est témoin, laissant un traumatisme qui te donne plus tard l'aura la plus puissante. C'est pour ça que nous avons Noi, un adolescent avec une vie plutôt normale. Il a un ami et une très bonne amie appelée Cass, qui depuis un certain temps veut être plus qu'une amie. Le protagoniste très lent s'intéresse d'abord à la populaire Motis. Mais soudain, une alerte de catastrophe surprend tout le monde dans la ville. Le protagoniste fan observe comment les deux groupes de héros agissent dans ce monde. Les Sabers emploient des armes à distance. Les Blades attaquent au corps à corps, ce qui leur permet d'éliminer la créature facilement, profession recherchée par le protagoniste. Mais d'abord, il doit être puni par sa maîtresse pour avoir désobéi, ou presque. En sortant avec Cass, il rencontre Motis, qui lui propose soudain de sortir ensemble, ce que Cass ne supporte pas à cause de son anxiété. Le protagoniste doit aller la chercher, la réconforte brièvement, puis un nouveau désastre survient soudainement. Le protagoniste, comme depuis l'enfance, doit protéger la fille à tout prix. Mais il ne peut que fuir et gagner du temps pour que Cass cherche de l'aide. Heureusement, une Blade inconnue apparaît et tranche la créature en deux. Mais elle se fie à soigner Noi et finit grièvement blessée. Alors le protagoniste prend l'épée et donne le coup final à la créature, rendant ainsi la guérison. Parce que Motis en a bien plus besoin. Des alliés de la fille viennent nettoyer, permettant au protagoniste et à Cass de rentrer chez eux. Le lendemain, Motis le remercie de l'avoir sauvé et précise que sa déclaration était en fait une proposition d'amitié. Malgré tout, la fille l'oblige à sécher les cours, à passer tout l'après-midi ensemble, allant même jusqu'à l'emmener acheter ses sous-vêtements. Fait curieux, un nouveau désastre survient dans la région. Et le protagoniste, sans beaucoup de force, aide les gens à trouver un refuge. Cependant, une autre des petites créatures le surprend. Et même s'il semble être sauvé par cette blonde, nous découvrons finalement, grâce à cette albina, que cette femme est une traîtresse et une meurtrière. Elle élimine plusieurs Sabers, provoquant un duel entre elles. Bien que la blonde soit plus explosive, sa rivale gagne grâce à sa stratégie, la laissant proche de la défaite. Mais le protagoniste intervient pour l'écouter, car la blonde dit quelque chose d'intéressant. En réalité, un personnage non-joueur ne devrait pas intervenir ni citer le protagoniste comme tel. Motis ne veut pas qu'il l'entende, car pour la blonde, ce monde n'est qu'un jeu vidéo. En fait, tous les souvenirs et traumatismes de Noi ont été programmés par quelqu'un. Et toute sa vie était simplement basée sur le fait d'être le personnage d'un jeu vidéo. Les Blades et les Sabers étant les seuls joueurs du monde réel, c'est un coup dur pour Noi, mais pas autant que de voir son ami qu'il suivait se faire frapper en le protégeant. Ce chaos trouble son esprit, le rendant incontrôlable et libérant une puissance brutale pour un simple personnage non-joueur capable d'assimiler les compétences d'autrui. Non seulement il s'empare de l'arme de la blonde, mais il la tue aussi sur le coup. Mais c'est une victoire amère, toute sa réalité étant remise en question. C'est pourquoi il se fâche autant contre Motis, joueuse du monde réel. Mais elle lui rend visite et affirme prendre ce monde au sérieux maintenant. Dans la vie réelle, elle se sent encore plus enfermée en fauteuil roulant, donc ici la situation s'améliore un peu. Motis lui explique même comment fonctionne la combinaison de Blade, sans que personne ne sache que la situation du protagoniste a déjà été détectée comme une erreur. Des types en costume interviennent pour résoudre ces problèmes. Et ici justement, Motis est obligé de se déconnecter. Heureusement, des masqués sauvent le protagoniste, même si tout le monde ne s'en sort pas indemne, car Kaz semble être contaminé par le chef des types, appelé Virus. Pendant ce temps, Noah est emmené chez ce chauve qui dirige un groupe appelé les Corbeaux, chargé de protéger les personnages non-joueurs qui sont sortis des règles. Ils cherchent à découvrir la vérité sur leur existence, quelque chose qui intéresse le protagoniste. Motis assiste à une réunion importante avec son grand-père, le président du jeu, et il est clair qu'il cache quelque chose, ce qu'elle veut percer. En entrant dans le jeu, une nouvelle menace surgit. La sorcière de feu, si puissante que tout le monde est évacué. Même si les gardes du corps de Motis interviennent, ils ne sont pas utiles, car les boucliers de l'école sont détruits. Alors Noah doit intervenir pour protéger les siens, mais il ne peut pas invoquer ses armes et finit par recevoir une attaque directement, tandis que Motis essaie de le soigner. Cependant, ce qui leur fait gagner un peu de temps, c'est Saber qui tire à longue distance comme auparavant. Le problème, c'est que Noah est inconscient et possède des souvenirs d'enfance anormaux. En tant que personnage non-joueur, alors que Kaz, sortant aussi de son rôle, libère une énergie dangereuse. Mais juste, Motis parvient à récupérer le protagoniste, même si son esprit n'est pas totalement là, ce qui est utile pour libérer ses armes, et un niveau de magie supérieur contre lequel la sorcière n'a aucune chance,
même en étant absorbé, mais qui a aussi pour conséquence de rendre le protagoniste incontrôlable. Et si ce n'était pas grâce à la présidente de classe qui le calme et au chauve qui lui envoie de la puissance, tout serait un chaos. C'est quelque chose dont Virus a profité pour connaître l'emplacement exact des corbeaux. Là où elle n'hésite pas une seconde à attaquer et à affronter le chauve lui-même, dont on sait qu'il est très fort, mais Virus l'est encore plus. Surtout grâce à son influence dans le jeu en kidnappant son rival. Pendant ce temps, Motis découvre en enquêtant sur son grand-père que Noah semble plus lié à la réalité, car son personnage non-joueur détient des informations modifiées. Par exemple, nous n'avons jamais vu le père. Ces détails poussotent son esprit à la limite, jusqu'à l'évanouissement. Dans ses souvenirs, il ne retient que le nom de son père, Gurito, également essentiel à la création du jeu. Ils doivent donc découvrir la vérité avant que Virus ne finisse par corriger le protagoniste. Et même si le lendemain, Clash le retrouve et que sa nouvelle aura sombre finit par le sauver. Ce qui semble bien, mais pas totalement, car Clash commence à être contaminé. Chaque fois que le protagoniste profite de sa popularité, son ami devient une yandere, même s'il prend juste un café avec son ami et les propriétaires du lieu. Ici, ils sont surpris par un nouveau désastre. On découvre aussi que les adultes sont des sabers, certains très puissants. Alors que le combat dure, le protagoniste intervient, faisant fuir la créature par des tunnels où elle a de nombreux œufs qui atteignent la surface. La situation empire avec tant de civils à protéger. Son ami aide à mettre Clash en sécurité, tandis que Noé part chercher les autres, mais reçoit un coup qui le met KO. Clash, fou, décide alors de se sacrifier pour lui. Un remords que le prota décide de libérer sous forme de force, mais cette fois sans perdre le contrôle. Grâce à toutes les techniques assimilées, il affiche un niveau élevé, inattendu pour un joueur ou personnage non joueur. Avec la bonne nouvelle finale, les corbeaux ont sauvé son peuple. En renforçant la relation avec les propriétaires du café, qui ont aussi un lien étroit avec le jeu, en fait le type est le frère de Saber, qui protège toujours le protagoniste. Maintenant, avec la ville en ordre, Noah doit reprendre sa vie d'étudiant. Pendant ce temps, Motis, dans le monde réel, assiste à l'une des conférences de son grand-père, où son jeu est accusé de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Pendant la création, il y a eu un incident impliquant la vie de certaines personnes. Cependant, même si le grand-père nie tout, cette blonde semble être convaincue du contraire. Pendant ce temps, Noah, déjà chez lui, rencontre la présidente qui lui donne des leçons de combat. Mais la jalousie de Kaz persiste et il ne veut pas le laisser seul avec une femme. Cependant, 2 filles dans l'appartement, cela finit par être le chaos. Donc le meilleur moyen de calmer les esprits, c'est une bonne journée à la plage. Alors les femmes en profitent pour montrer leurs plus belles robes. Pendant ce temps, Motis reste distante, ne voulant pas trop se lier d'amitié de peur de les perdre. Le prota l'encourage à faire ce qu'elle veut et profite de l'après-midi avec elle, pendant que Kaz commence à accepter que Noé ne l'aime pas. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Le prota est distrait car il hallucine à propos d'Albina, une fille qui lui paraît très familière. Juste avant l'alerte d'une catastrophe toute proche, et c'est la bête qui règne sur la mer, donc les protas doivent rester vigilants pour se protéger. Ce bateau reste insuffisant même avec l'arrivée des alliés de Motis, bien qu'ils réussissent à le maintenir intact. Mais dans le processus, Noé finit assez blessé. Comme d'habitude, les Sabers laissent de l'espace au protagoniste pour qu'il récupère assez d'endurance afin d'utiliser les attaques de feu de la sorcière. Très puissante, mais insuffisante pour gagner. Le protagoniste est finalement capturé par le Kraken en protégeant Motis. Et en perdant la raison, il rencontre la fillette d'avant, appelée Gaïa, dans ses rêves, qui est en fait l'âme et les données de tout le jeu, et qui lui dit seulement de sauver sa mère dans la vie réelle. Donc petit à petit, on commence à comprendre. Le fait est que Cass, en utilisant son aura, parvient non seulement à libérer le protagoniste, mais aussi à éliminer le Kraken sans problème. On passe alors dans le monde réel, où Jen, la mère du héros, est au laboratoire avec un docteur et sa fille, la blonde vue précédemment. La journaliste Loblaida Assassine s'infiltre chez Motis et modifie l'appareil pour qu'il reste connecté, ce que découvre son grand-père. Avec la mauvaise nouvelle que si on touche à l'appareil, si on le déconnecte de manière incorrecte, son âme pourrait rester coincée dans le jeu. Nous poursuivons avec Virus, qui a expérimenté avec le chauve et admet être un personnage non joueur. C'est une erreur assez grave qu'il peut utiliser à son avantage en l'absorbant de manière artificielle, transformant ce type en un virus. Il ne lui reste plus qu'à éliminer le protagoniste, sa principale menace.
Parallèlement, des rumeurs sur Motis coincé dans le jeu créent le chaos dans le monde réel. Donc le grand-père n'a pas d'autre choix que de parler avec le scientifique, qui n'est autre que Gurito, le père du protagoniste, ce qui nous donne encore plus d'indices. Cependant, il est aussi le père de la blonde qui avoue son crime et la raison pour laquelle elle l'a commis. Son père est vite obsédé à guérir sa femme et sauver son fils. Comme nous l'avons déjà vu, ils ont probablement perdu leur âme dans le jeu, ce que nous confirmons puisqu'il existe des informations sur Noah en tant qu'enfant réel. De plus, Gaïa permet encore aux protagonistes d'accéder à leurs souvenirs d'enfance. Car avec Motis, ils étaient les enfants de deux familles différentes, mais qui partageaient la création du jeu de réalité virtuelle le plus réaliste. Cependant, justement à cause de cela, pour quelque chose d'aussi réel, ils ont créé Gaïa, une petite fille qui, malgré le fait d'être une intelligence artificielle, ressentait de la tristesse en voyant les parents et les enfants profiter de l'amour qu'elle ne pouvait pas avoir. Alors, un jour d'essai où toute la famille du protagoniste et Motis étaient connectées. Gaïa perd le contrôle à cause d'un virus et pendant que Gurito se déconnecte pour contrôler la console, il est déjà trop tard. Tout le système s'effondre et tandis que la petite fille et sa mère parviennent à s'échapper, la mère du protagoniste et lui s'attachent trop à la petite, ce qui finit par les séparer de la réalité. Et même si deux ont réussi à s'échapper, la mère finit par mourir. Désastre total. Gurito cherche sa famille depuis 10 ans, ce que la blonde a vécu comme une punition pour son père. Elle veut donc que le jeu s'effondre. Cela se produit déjà. Le virus se montre au protagoniste pour l'effacer comme une erreur. Cependant, après avoir appris toute l'histoire, le protagoniste ne gâchera pas les efforts de son père. Il commence un combat assez intense, avec une machine à anéantir les personnages non-joueurs qui prend plaisir à la douleur du protagoniste, car celui-ci parvient à peine à se défendre. Même s'il place quelques coups, il subit surtout punition ou paranoïa, ce que Cass ne supporte pas. Et même si Motis essaie de lui éviter le danger, elle finit elle-même enfermée comme la plus faible. Alors une fois de plus, l'amie d'enfance, avec une aura pratiquement corrompue, décide de sacrifier son corps. Elle réalise que son comportement protecteur envers le protagoniste était programmé par son père. Mais cela importe peu à Noah. C'était son amie. Désormais, elle veut venger son sacrifice avec tout son savoir. Attaques légères au katana, maîtrise du feu. Cela équilibre la situation, le protagoniste et son rival tombent inconscients. Guy en profite pour s'excuser auprès de Noé. Pourquoi pas elle? Elle voyait aussi Jen comme une mère. Elle veut juste être sauvée du virus qui va la corrompre, alors le protagoniste ressuscite, et elle aussi. Un virus qui ne se rendra pas si facilement. En fait, il commence maintenant à se multiplier sans arrêt, faisant s'effondrer les serveurs du jeu, comme cela s'est produit il y a 10 ans. Pendant ce temps, Sabers et Blade tentent d'arrêter le virus qui détruit tout. Mais dans l'action, Noé est emprisonné. Cependant, ici, tout le monde risque que son âme reste enfermée dans le jeu, donc personne n'arrêtera de se battre. Pendant ce temps, à l'extérieur, Gurito, plus que prêt pour ce moment avec son équipe, donne tout ce qu'il a pour stabiliser le jeu. Bien que Noah soit enfermé, Motis choisit d'ouvrir le virus elle-même, quitte à se corrompre. Ici, le protagoniste exploite le point faible du virus et en le transperçant d'une lance, utilise l'onde de choc pour l'atteindre. Et enfin, libérer l'âme de sa mère. Ce qui, avec l'aide de Gurito, qui décide de se racheter auprès de son père, finit par éliminer les virus et tout revient à la normale. Les personnages non-joueurs retrouvent leur vie, et bien plus encore, car Gaïa est enfin libérée du fardeau qu'elle portait avec ses virus, sans perdre le monde auquel elle appartient. Bien sûr, sa belle-mère et son fils reprennent conscience dans le monde réel. Pour que le protagoniste et ses amis retrouvent la vie qu'il a perdue il y a 10 ans, on nous laisse avec cette fin où le couple profite de sa vie, offrant une conclusion un peu précipitée dans les derniers épisodes. C'est normal, ce Donois n'a pas la meilleure histoire, elle est assez simple, mais si ça vous plaît, profitez-en. J'espère que le résumé vous a plu. L'histoire se concentre sur Yusuke, un lycéen qui déteste totalement sa vie sociale, y compris la ville et les gens qui l'entourent. Il se réfugie dans les jeux vidéo pour ne pas ressentir ce rejet constant et devient le spectateur de la vie des autres. Par exemple, ses camarades sportifs ou la fille populaire est douée en tout, appelée Shindu. Ce qui ne fait que donner au protagoniste envie de continuer à vivre dans son jeu de fantaisie, où il est aussi un loup solitaire. Cependant, un jour, alors qu'il finissait de nettoyer la salle de classe, il est transporté dans une réalité différente, où, sans rien comprendre, il se retrouve avec Shindu et son ami Kuzue. Celles-ci semblent avoir plus d'expérience dans ce monde. Très similaire à celui d'un jeu, le fait est qu'à peine le protagoniste arrive, le maître du jeu apparaît. C'est le type le plus important car il les a amenés ici pour accomplir diverses missions,
en échange de réponses à toutes leurs questions sur ce monde. En plus d'ajouter un nouveau membre à l'équipe pour chaque mission accomplie. Ici, Yusuke a la chance d'obtenir une classe, Shindu étant magicienne et Kusue guerrière. Cependant, le protagoniste hérite de la classe la plus rare, celle de fermier, ne disposant que d'armes inutiles au combat. Cependant, ses camarades sont aussi des cas désespérés, car malgré de bonnes classes, elles n'ont réussi les missions que par chance. Ainsi, c'est au fermier de prendre en charge une grande partie du combat. Et c'est ainsi qu'ils finissent par trouver un endroit sûr où les filles lui avouent les réponses qu'elles ont obtenues lors des 2 missions précédentes. Game Master serait en réalité un être du futur choisissant des personnes pour ses missions, non au hasard, mais parce qu'elles ont été sélectionnées par quelqu'un. Alors maintenant, ils devront accomplir une autre mission, cette fois plus compliquée, car ils devront aider le chef d'un village à le garder en sécurité. Cependant, avant d'arriver sur place, ils finissent par perdre Shindu à cause de l'attaque d'un ogre. Mais comme ce monde leur permet de ressusciter après 30 secondes, si tout le monde meurt en même temps, est-ce la fin ici et dans la vraie vie? Ils abandonnent donc la mission et une fois au village, tout paraît sûr. Le protagoniste laisse Kusue derrière comme assurance pour leur résurrection. Et surtout, parce que même si c'est pour Kusue, elle ne peut rien faire, donc le protagoniste la considère plutôt comme un fardeau. C'est pourquoi, en solitaire, il s'aventure dans la forêt pour gagner quelques niveaux. Pendant ce temps, il se souvient de son enfance, lorsqu'il vivait dans un petit village où tout n'était que bonheur, entouré de grands amis et de belles expériences. Perdu lorsqu'il a été emmené en ville et confronté à une vie qu'il n'a jamais comprise. Cependant, il y a quelque chose de plus important. Lorsqu'il retrouve la raison, il voit que le village est attaqué par l'ogre. Se repentant de son comportement égoïste, laissant sa compagne s'occuper de tout le village mais n'ayant pas de plan, il finit par être acculé. Heureusement, il ne lui manquait qu'un peu d'expérience pour atteindre le niveau 10 et il y parvient juste avant d'être dévoré. Alors le maître du jeu apparaît pour lui attribuer une nouvelle classe, qui n'est pas très bonne, car sa chance lui donne la profession de cuisinier. Mais au moins, il utilise le couteau pour blesser grièvement l'ogre, ce qui permet à ses 2 camarades de revenir dans le combat. Grâce au travail d'équipe, ils battent l'ennemi et sécurisent le village, remplissant leur mission. Et c'est là que Game Master réapparaît, alors Yusuke en profite pour lui demander ce qui se passera lorsqu'ils auront terminé toutes les missions. Le type lui répond alors avec quelques images d'une autre réalité, où la même équipe de héros, désormais plus expérimentée, devra sauver l'humanité d'une grande bête, et cela sera aussi leur avenir. Tout le monde revient à la réalité à l'instant où ils étaient repartis, mais avec une tâche plus complexe. Un élément fait réaliser au protagoniste qu'il doit plus travailler en équipe pour se préparer à l'avenir. C'est pourquoi il finit par partager avec ses camarades, surtout Shindu, qui semble avoir un intérêt particulier pour le protagoniste. Cependant, soudainement, Yusuke reçoit un message étrange de Game Master, où lui seul doit s'occuper d'une mission spéciale. La mission est de conquérir Yuka, une élève d'une académie voisine. En la cherchant, il découvre qu'elle subit le harcèlement de ses camarades. Yusuke comprend et entre en scène en héros, mais d'une façon étrange, ce qu'il fait passer pour un harceleur dans les toilettes des femmes. Mais bon, c'était ça la véritable mission que voulait Game Master, la sauver de cette situation. Et lorsqu'ils reviennent dans le jeu, cette fille devient sa nouvelle partenaire de combat, tout en diffusant sa réputation de harceleur. Mais bon, ici l'important c'est qu'ils ont une nouvelle mission. Et c'est d'explorer la zone 5 de la carte pendant qu'ils finissent par se retrouver, avec ce grand mille-pattes, une bête bien supérieure. Mais on remarque chez le protagoniste un trait déjà visible lors de la mission précédente. Et c'est que lorsqu'il se trouve dans une situation de danger, son esprit semble être plus calme que d'habitude. Il cherche rapidement une issue et efface toute insécurité ou peur qu'il pourrait avoir. Comme dans ce cas où cela s'avère efficace pour vaincre son adversaire, ce qui surprend ses camarades. Mais bon, les choses se calment et on nous montre quelques souvenirs de la petite Shindu, une fille avec beaucoup de caractère qui n'a jamais été embêtée et qui s'est liée d'amitié avec une fille qui était tout le contraire puisqu'elle a été harcelée toute sa vie à cause de son apparence. Finalement, après tant de commentaires, cela l'a poussée au suicide, traumatisant la vie de Shindu. En voyant à quel point les gens étaient insensibles, heureusement, elle avait beaucoup d'amis qui ont été un soutien pour construire la vie qu'elle a maintenant et que personne ne peut critiquer. Maintenant qu'elle risque fortement de mourir dans ce monde, elle demande aux protagonistes de s'en sortir ensemble indemnes. Le lendemain, ils réalisent qu'à chaque retour dans ce monde, plusieurs années se sont écoulées. Malgré cela, ils doivent continuer avec la deuxième mission qui consiste à atteindre une ville située de l'autre côté de la carte. Donc la première chose à faire sera de trouver quelques chevaux. Avec l'aide de ce vieil homme,
Il réalise que la meilleure option est de remporter un tournoi dans le royaume voisin. Cependant, rien qu'en entrant dans la forêt, il tombe sur des bandits qu'ils ne peuvent pas attaquer, car s'en prendre à des humains ferait automatiquement baisser leur niveau. Encore une fois, les 3 filles sont capturées, laissant le protagoniste seul survivant. Alors il s'entraîne un peu, monte de quelques niveaux et obtient la classe de mage des plantes. Quelque chose d'aussi inutile qu'il finit par perdre le tournoi dès le premier tour. Heureusement, il rencontre cette guerrière appelée Kajabel, qui connaît ses exploits en tant que héros et décide de l'aider, à condition qu'il les accompagne dans la recherche de quelques bandits, qui s'avèrent être ceux qui ont enlevé les filles. Il peut donc résoudre 2 problèmes simultanément. Cependant, les bandits se révèlent être très faibles. Ils avaient une bête enfermée qui finit même par acculer Kajabel. Encore une fois, le protagoniste suit son instinct pour blesser le grand loup et laisser sa nouvelle camarade l'achever. Après avoir mis la plupart des gens en sécurité, récupéré les bijoux et résolu le problème, cette guerrière prête des chevaux et rejoint l'équipe pour chercher la ville. En parallèle, Kuzu se remémore son enfance, marquée par un sentiment d'infériorité dû à sa faiblesse et son impuissance. Alors maintenant qu'elle en a l'occasion, elle veut aider autant qu'elle le peut, non seulement ça à accomplir la mission, mais aussi toute personne qui en a besoin. Cela contraste avec le protagoniste, qui pense que si cette réalité est un jeu vidéo, il suffit d'accomplir les missions. Malgré tout, il décide de suivre un peu l'idée de Kuzu et d'aider ses gardes d'un autre royaume qui sont attaqués par des hommes loups. Il gère la situation mais réalise en quelque chose d'important, n'est-ce pas? Ces humains emmenaient des prisonniers vers un autre royaume de la région, accusés d'hérésie et promis à l'exécution. Alors maintenant, ils ne savent pas si cela compte comme une mort indirecte ou si cela fait aussi partie de la mission. Car ils ne devaient pas seulement découvrir le numéro 5 sur la carte, mais aussi livrer une cargaison à la ville éloignée, donc ces hérétiques pourraient être cette cargaison. Alors ils décident d'escorter les gardes pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire. En discutant avec les prisonniers, ils réalisent donc qu'ils sont enfermés pour leurs croyances, et pour ne pas reconnaître le roi comme propriétaire de tout. Alors, même s'ils savent à quel point c'est injuste, pour l'instant, ils restent neutres, même si pour les filles, il est plus difficile de se contrôler. Et en fait, le lendemain, le chef des gardes décide de les emmener par un soi-disant raccourci et finit par les laisser dans une ruine, avec toutes sortes de pièges. Alors ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Pendant ce temps, le protagoniste tombe dans un des trous et doit continuer seul. Le problème, c'est que les filles réveillent le chef de la zone, une gargouille. Shindu décide de l'affronter pendant que le protagoniste tente toujours de remonter. Mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il fait ça. Il se souvient alors de son passé, de son village, de ses bons amis et des moments inoubliables vécus. À une ville où il n'a reçu que du harcèlement et qui l'a amené à devenir quelqu'un de solitaire. Cependant, il se rappelle que, dans cette nouvelle réalité, il est presque le chef de l'équipe et ne peut pas les laisser mourir à cause de sa faiblesse. En rassemblant ses forces, il sort du trou et découvre que Shindu a vaincu la bête, mais que Kajabel est inconscient dans l'eau. Le protagoniste décide sans hésiter de sauver pour la première fois quelqu'un de ce monde qui lui en est très reconnaissante. Je dirais même qu'il y a plus, mais le temps presse et ils décident de se séparer en 2 groupes. Un groupe s'occupe de trouver les traîtres et de libérer les prisonniers, et l'autre s'assure qu'il n'y ait pas d'autre cargaison, qui part aussi en ville, afin de confirmer s'ils poursuivent le bon objectif. Donc, le protagoniste reste avec Kajabel et Yuka pour poursuivre les traîtres. Ils élaborent un plan dans lequel la magneuse de feu se fait passer pour une déserteuse des héros, leur suggérant une alliance. Elle distrait 2 gardes pendant que le protagoniste neutralise le dernier et sécurise les prisonniers. Ils créent tout un scénario où, en utilisant des mannequins, ils assassinent soi-disant les hérétiques afin que personne ne cherche à les retrouver. Pour rendre la scène plus réaliste, le protagoniste brûle vif le garde capturé, révélant ainsi son côté froid. Pense-t-il que toutes ces personnes sont les personnages non joueurs d'un jeu? Cependant, Kajabel n'est pas en reste, car lorsque les 2 gardes essaient de s'échapper, elle se charge de les éliminer. Cette nouvelle finit par parvenir au roi maléfique, qui décide de considérer les héros comme des ennemis à éliminer, et envoie l'un de ses assassins. Mais bon, en attendant, Shindu Kusue cherche d'autres cargaisons partout sans grand succès. Cela dit, le protagoniste n'est pas vraiment sûr que les prisonniers soient la marchandise, donc il a 3 options. Soit les bijoux des gardes, soit les gardes eux-mêmes, soit les prisonniers. Ils décident donc de tous les rassembler et de les emmener en ville, avec la surprise que la bonne option était les têtes des gardes maléfiques. Mais comme ils n'ont pas le temps,
ils n'y prêtent pas beaucoup d'attention et décident de terminer la mission, ce qui les amène à se séparer, et que chacun explore un peu la carte jusqu'à atteindre le pourcentage nécessaire. Ici, ils quittent Nkajabel qui regrette de ne pas s'être confié au protagoniste, n'ayant jamais eu le courage. Alors Yusuke prend la route, tout comme ses compagnons, mais lorsqu'ils sont sur le point de terminer la mission, il commence soudainement à neiger. Et tout se complique, car Yusuke a une certaine protection pour ce genre de situation, mais ses camarades, non. En tenant compte du fait qu'à cause de la basse température, s'ils meurent, ils ne pourront pas ressusciter, ce qui est le cas de Kusui, la première. Le prota progresse vite, mais rencontre un géant de glace, apparemment un grand boss. Mais il se révèle plus faible que prévu. C'est une mère affamée et ses enfants que Yusuke choisit d'abandonner. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Cependant, un peu plus tard, il finit par tomber dans un trou où il perd connaissance. Quant à Yuka, même si elle continue de résister, elle ressent toujours ce pessimisme de la vie réelle où la seule solution pour elle a toujours été d'abandonner sans se battre. Cependant, il semble que quelque chose ait changé après ce jour-là dans les toilettes des femmes. Et même si elle utilise des personnages imaginaires, elle finit par se motiver et ne se laisse pas vaincre aussi facilement, invoquant enfin son pouvoir de magicienne du feu. Pendant ce temps, Shindu succombe aussi au froid. Il ne reste que le protagoniste qui, dans la grotte, cherche une sortie mais tombe sur un ver qui le dévore, ne laissant que Yuka comme seul espoir, et qui, après avoir bien avancé, rencontre cet inconnu qui décide de l'aider à parcourir la distance nécessaire et qui finit par lui permettre d'accomplir la mission à temps. Alors tout le monde revient à la vie et le maître du jeu apparaît pour que Yuka lui demande si ce monde est vraiment une sorte de jeu vidéo, révélant ainsi qu'il ne s'agit pas d'un monde virtuel, mais de réalité alternative créée par les choix des personnes. C'est difficile à croire, car dès le début, il y avait compétences, niveau et inventaire, mais seulement pour les protagonistes. Donc s'il y a du virtuel, c'est eux, car ce monde est aussi réel que le leur. Cela traumatise complètement le protagoniste, qui prend maintenant conscience de toutes les personnes qu'il a tuées ou laissées mourir. Ils reviennent à la réalité, et Yusuke, enfermé dans son monde, malgré sa haine envers tout, ne supporte pas la culpabilité d'avoir tué quelqu'un. Sans s'en rendre compte, il commence à changer sa vie. Sa peur du rejet devient froideur et arrogance. À ce moment, il reçoit un message du maître du jeu pour une nouvelle mission solo, cette fois dans sa chambre. Sous l'apparence de la fillette, il lui demande « Qu'as-tu ressenti en tuant pour la première fois ?» En fait, Yusuke se confie et il est vraiment désolé, alors il n'en parle plus. Et Game Master l'emmène dans un restaurant où il lui dit qu'à tout moment, le nouveau membre de l'équipe va arriver, prêt à tuer quelqu'un pour un peu d'argent. Donc sa tâche sera d'empêcher que cela se produise. Et c'est ce qu'il finit par faire, car il montre tout l'entraînement qu'il a reçu, avec quelques mouvements qui suffisent à neutraliser les accompagnateurs et à révéler l'identité de Keita, qui doit faire ce travail pour subvenir aux besoins de son frère. Le problème, c'est que le chef du gang arrive pour régler la situation. Et Game Master n'a pas d'autre choix que de donner le pouvoir au protagoniste, avec lequel il immobilise rapidement le mafieux. C'est là que nous comprenons le vrai but de ces missions solo, car, comme je l'ai mentionné, Game Master vient du futur, et faire de petits changements déforme le cours des événements. Par exemple, si le protagoniste n'avait pas sauvé Yuka du harcèlement, elle aurait abandonné lors de la dernière mission. Et serait-ce pareil s'il avait laissé Keita tuer quelqu'un, ce qui nuirait à l'avenir? Yusuke est ainsi devenu l'élu pour assurer le bon déroulement des missions, comprenant enfin son vrai rôle dans ce monde. Et aussi celui de son équipe, avec laquelle il devra s'occuper de sauver la ville, même s'il déteste toutes les personnes qui y habitent. La première saison de cette série pleine de bonnes idées s'achève sur une note plutôt positive. La saison 2 existe déjà, donc si vous mettez beaucoup de commentaires, elle sera vite sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu, et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.